Le Niger, dirigé par le président Abdourahmane Tiani, est la preuve quotidienne que lorsqu'un pays est dirigé par des hommes et des femmes qui aiment leur peuple, les décisions qu'ils prennent améliorent sans cesse le standard de vie de leur population. Le président Abdourahmane Tiani est arrivé au pouvoir le 26 juillet 2023. Nous sommes 1 an et environ 6 mois après son arrivée au pouvoir. Nous sommes au mois d'octobre 2024. Mais en moins de 2 ans, il a débarrassé son pays de l'occupation militaire française et de l'occupation militaire américaine. En moins de 2 ans, lui seul, avec ses compagnons du CNSP. En moins de 2 ans, il a pris des décisions d'amélioration des conditions de vie de la société nigérienne que très peu de ses prédécesseurs, certains les ont prises. Sous le général Séné Kounché, on a connu de grands moments comme celui-là. Sous le président Mamadou Tandja, parce que j'ai étudié un peu l'histoire récente du pays, il y a eu de très grands moments comme ça, où vraiment un certain nombre d'aspects de la vie des Nigériens se sont substantiellement améliorés. Il faut saluer ces grands prédécesseurs. Il y a aussi eu, bien sûr, de très grands moments sous le président Hamani Diori, l'un des hommes d'État les plus illustres du pays. Mais aucun gouvernement militaire, avant celui du président Abdourahmane Tiani, n'avait opéré des changements aussi importants en un temps aussi court. L'action politique sous le président Tiani a pris une vitesse, une accélération exceptionnelle. C'est-à-dire que pour faire les choses qu'il a faites, il lui a fallu faire preuve d'un courage, lui et ses compagnons exceptionnels, pour bouger le pays. Faire partir les forces d'occupation françaises, faire partir les forces d'occupation américaines et européennes. Ce n'était pas donné. Il l'a fait. Deuxième axe, il a commencé à agir sur l'image diplomatique du Niger avec une hardiesse et un courage exceptionnels. Réécouter ce qu'un diplomate, en général un homme très effacé, très réservé, comme le ministre des Affaires étrangères Issa Yaou Sangaré. Si même Bakary Yaou Sangaré est capable de tenir le discours panafricaniste révolutionnaire qu'il a tenu récemment à l'ONU, c'est parce qu'il y a eu une révolution de la diplomatie nigérienne. Se tenir et appeler un chat, nommer les puissances néocolonialistes par leur nom, désigner l'ennemi et dire la détermination du Niger à le combattre. Ce changement de la diplomatie nigérienne est le plus spectaculaire que ce pays ait connu. On n'a pas vu dans ce pays un gouvernement militaire adopter et se tenir à une ligne révolutionnaire, panafricaniste, patriotique, aussi ferme que le gouvernement Tiani. Ça, c'est le deuxième point. Mais le troisième axe extraordinaire, ce sont les décisions économiques directement favorables à la population. Je me dis bien les décisions économiques directement favorables à la population. Il y a des gens qui sont au pouvoir comme Paul Biya depuis plus de 40 ans. Jamais il n'a agi pour réduire le coût de la santé publique. Le président Tiani n'a pas fait 2 ans. Il a réduit le coût de la santé publique de 50% pour tous les Nigériens. Quand tu vas à l'hôpital, tu payes 50% moins. Au moment où nous, en France, on est avec les augmentations de l'électricité à pratiquement bientôt 150%. Au Niger, un pays qu'on nous a présenté comme un pays le plus pauvre au monde, le président et le gouvernement ordonnent une réduction des frais de santé. Il a fait ça. Il a réduit les frais du carburant dans son pays. Alors que les frais du carburant sont à la hausse à peu près partout dans le monde. Le président Tiani a fait baisser le carburant pour les Nigériens. Le Niger étant devenu entre-temps une grande puissance pétrolière sous-régionale et africaine. J'ai vu les yeux roulés de jalousie de tous les vautours de la France-Afrique quand la Chine a allongé un chèque de 400 millions de dollars au Niger en avance pour son pétrole.
C'est là qu'on s'est mis à vouloir saboter le pipeline entre Koulele et Sémékodi. C'est là qu'on s'est mis à vouloir instrumentaliser le vassal Talon pour attaquer le Niger. C'est là qu'on a tout fait. 400 millions de dollars payés en avance au Niger. On n'avait jamais vu ça à une telle ampleur dans ce pays. La crédibilité du Niger pour les partenaires financiers et économiques internationaux, de quoi vient-elle? Elle vient du 4e point par lequel le président Tiani marque. Parce que je parle des mesures économiques. Là, il y en a une qu'il vient de prendre. C'est la baisse du coût du ciment, la baisse du coût des matériaux de construction dans son pays pour favoriser le travail, favoriser les initiatives. Mais en fait, tout ça a été possible grâce au grand 4e chantier. C'est le chantier du rapprochement entre l'élite politique et le peuple. Le président Tiani a ramené le pouvoir à la taille du Nigérien. Il a ramené le pouvoir au niveau où les Nigériens se trouvent. Il a fait monter le peuple au pouvoir et il a fait descendre le pouvoir dans le peuple. Quand il s'assoit à la télévision et qu'il parle aux Nigériens de la vie de leur État, j'ai observé l'attitude des Nigériens quand ils écoutent. Les Nigériens sont fiers de leur pays comme jamais ils l'ont été. Vous savez qu'on avait déjà fait un portrait robot négatif du Nigérien dans toute l'Afrique de l'Ouest. On avait voulu enfermer le Nigérien dans l'image de ces populations déplacées par la guerre, déplacées par la misère organisée, déplacées par la pauvreté, et qui mendient dans plusieurs capitales ouest-africaines. C'était devenu le drapeau infâme que l'on faisait flotter sur l'image de map du Niger. Le drapeau d'un pays exportateur de mendiants dans la sous-région. Le président Tiani est en train de faire redescendre le pouvoir politique à l'intérieur de son peuple humble. Il est en train de redonner la dignité aux Nigériens les plus pauvres, les plus démunis, les plus modestes. Même quand il tire le diable par la queue, les plus pauvres des Nigériennes et des Nigériens sont maintenant fiers d'être de leur pays. Cette politique-là de rapprochement entre l'élite et la population est en fait une politique qui est une thérapie psychique. C'est un soin mental. Je le disais parfois, je le dis parfois quand je rencontre les autorités du Niger. Nous qui vous observons de l'extérieur, nous voyons l'effet thérapeutique de vos actes. Non pas seulement sur votre peuple, mais même les diasporas africaines se portent mieux depuis que vous êtes au pouvoir en Afrique. Je ne le dis pas pour vous flatter. Je dis parce que j'observe que les Africains se portent mieux depuis qu'Assimi Goïta est au pouvoir au Mali, depuis que Ibrahim Traoré est au pouvoir au Burkina, depuis qu'Abdourahmane Tiani dirige le Niger, nous, Africains du monde entier, nous nous portons mieux. Et je voudrais que chacun d'entre vous donne à sa façon ce témoignage. Moi, je vais mieux, infiniment mieux encore, en tant que citoyen dans ce monde, depuis que cette révolution ouest-africaine a commencé. Parce que cette révolution prouve que il est possible à l'Afrique d'être maîtresse de son destin. Elle prouve que l'Afrique est riche, mais c'est sa manière de s'abandonner au tripatouillage des intérêts étrangers qui l'a appauvri. Elle prouve que l'Afrique a le génie nécessaire pour s'offrir une civilisation merveilleuse, à condition que rassembler ses filles et ses fils arrache le continent des mains des voyous locaux et des puissances criminelles qui le paralysent. Le Mali, le Burkina et le Niger travaillent à cette thérapie. Et donc, le président Tiani gouverne d'une manière qui soigne. Il gouverne d'une manière qui apaise. Il gouverne d'une manière qui répare. Il gouverne d'une manière qui dignifie, c'est-à-dire qui redonne de la dignité aux gens de son pays. Ce n'est pas que tout d'un coup, d'une baguette magique, il aurait donné satisfaction à tous les problèmes immenses que le pays peut avoir. Le pays en a des problèmes immenses. Mais en fait, la gouvernance du président Tiani montre qu'il est possible de résoudre les problèmes. Et son attitude face aux problèmes qui lui sont posés est celle de quelqu'un qui est au travail pour son peuple. Elle est celle de quelqu'un qui va vers la solution, qui n'hésite pas à chercher les partenaires qu'il faut. Et tout son gouvernement, à tous les niveaux, est caractérisé par cette humilité remarquable. C'est un gouvernement qui vit dans le peuple, qui vit avec son peuple. C'est un gouvernement immergé.
Moi, j'ai été à la fête de l'armée du Niger sur je crois qu'on l'appelle la base 101 ou 501 de Niamey. J'ai vu le rapport entre les militaires là et leur population. D'abord entre les officiers, les sous-officiers et les soldats du rang, mais surtout le rapport aux civils, aux familles de militaires, etc., qui participaient à la fête. C'est une relation, vraiment, c'est une relation de confiance qu'il y a entre eux. Entre le gouvernement, l'armée et le peuple nigérien, la confiance est grande. J'ai été à des manifestations populaires, j'ai écouté des leaders syndicaux, j'ai discuté avec des étudiants, j'ai discuté avec des syndicalistes étudiants. Ce qui me remonte de tous ces groupes sociaux, d'ailleurs, qui ne sont pas tous des sympathisants comment on va dire, complets du gouvernement actuel, c'est qu'ils reconnaissent que ils ont repris goût à leur politique nationale, qu'ils ont repris goût à leur pays. Et les Nigériens s'appellent maintenant Nigérois et Nigériennes. Et quand ils ne le disent pas par vantardise, ils se sentent vraiment rois et reines chez eux. Oui, les Nigériens se sentent maintenant rois et reines chez eux, c'est-à-dire ils sentent cette vie souveraine à laquelle aspirent tous les Africains. Les Africains doivent être les rois et les reines de l'Afrique, au sens de les souverains de leur continent. Ce sont les Africains qui doivent l'être. Mais quelle est cette incongruité où un pays comme le Niger, juste parce qu'il a fermé ses mines d'uranium, Orano se plaint d'avoir perdu 400 millions de dollars. Ah bon? Donc on avait 400 millions de dollars ici, que vous tiriez de notre sol en 3-4 mois, et on était là comme ça, en train de dormir dans l'obscurité, en train de boire l'eau sale, voir nos enfants ne pas aller à l'école, crever au chômage, sans médicaments et conseils. On était vraiment là. Les Nigériens disent, ah bon? Donc en fait, on était capable, quoi. Mais on doutait. On pensait que tant que la Banque mondiale, le FMI, la BAD, le Club de Paris, le Club de Londres n'ont pas eu pitié de nous, on ne peut rien faire. Le président Tchani prouve que, mais comment? On peut toujours faire quelque chose. Nous sommes une terre ancienne, de sultanat. Nous sommes une terre de royaume. Nous sommes une terre de chefferie. Et la politique, nous la faisons il y a très longtemps, avant l'apparition même des nations coloniales. Avant l'apparition des nations négrières, nous étions. Et nous faisions de la politique. Nous organisions des royaumes, des empires, ici. Donc, il n'y a aucune raison que nous ayons perdu à ce point confiance en notre capacité de gouvernance. Donc, je voudrais vraiment saluer cela. Et cela se traduit ces derniers temps par la réappropriation de l'espace symbolique du Niger, à travers la rebaptisation ou le rebaptême, eh bien, des monuments, le rebaptême des rues, des boulevards, des avenues, des places. L'Afrique est de retour chez elle, au Niger. Les héros du Niger sont de retour dans la cité. Les ancêtres méprisés vibrent de fierté dans les tombes. Les cieux invisibles honorent le Niger de reconnaître les grandes âmes du passé, qui, par leurs intercessions auprès du Tout-Puissant, font abonder de jour en jour des bénédictions nouvelles dans ce pays, malgré toutes les épreuves. J'ai vu le colonel-major, ministre de la jeunesse, des sports, de la culture du Niger, porte-parole du gouvernement, porte-parole du CNSP, notre frère bien-aimé Amadou Abdourahmane Djibo, délivrant une allocution magnifique à l'occasion de l'inauguration d'un monument consacré au président Thomas Sankara à Niamey. Et expliquer l'importance de cette réappropriation symbolique de l'espace. Pour que les Africains se sentent chez eux, il ne faut pas que ce soit les héros d'autres puissances qui occupent leur espace quotidien. Parce que quand votre espace quotidien est occupé par les héros de puissances coloniales, négrières et impériales, en fait, vous êtes inconsciemment entretenu dans la soumission. Les villes africaines sont encore dominées par des monuments à la gloire des négriers, à la gloire des colons, à la gloire des impérialistes. Donc les Africains vivent en enregistrant dans leur subconscient l'information selon laquelle ils sont faits pour être soumis. Quand vous avez des villes, quand vous avez une architecture dominée par des symboles de puissance négrière, coloniale et impérialiste, vous êtes baigné dans une atmosphère de dépendance psychique et vous n'êtes pas capable de prendre des initiatives assez hardies. Le changement de l'espace, du cadre quotidien de vie,
est par conséquent vital dans la conquête de la souveraineté. Je salue le travail remarquable que le gouvernement du Niger abat en ce sens. Sur le terrain donc social, économique, sur le terrain sécuritaire, sur le terrain diplomatique, sur le terrain de la symbolique, la maîtrise de la civilisation, de la revitalisation de la civilisation. C'est formidable. Je voulais saluer le président Tchani et ses compagnons. Je voulais vraiment les saluer avec force pour la qualité du travail qu'ils abattent. Alors, il y a un petit extrait du ministre Amadou Abdourahmane que j'ai d'ailleurs publié sur ma page et qui illustre très bien ce que je suis en train de dire. Si je peux le retrouver, je n'hésiterai pas à le faire écouter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il a dit là. Ce qu'il a dit là est en soi profond. Hop. Je lui donne. Opération. Le constat était que la plupart des avenues, boulevards, lieux de mémoire, rues, sites et places de nos villes en général et de la capitale en particulier portaient des noms qui ne représentaient pas des repères dans l'imaginaire du collectif de nos concitoyens. En conséquence, les héros locaux, nationaux, voire panafricains semblent être oubliés, sinon peu connus et moins valorisés, à l'exception de quelques figures qui ont été célébrées à la suite du travail d'adressage opéré en 1982 par la ville de Niamey en collaboration avec l'Institut de recherche des sciences humaines, IRCH. Et c'est avec un réel plaisir que nous accueillons cette place rénovée au centre de notre capitale, au nom du capitaine Thomas Sankara. Le baptême de place publique qui nous a conduits successivement à la place Jibo Bakari, du monument aux morts, qui, à partir d'aujourd'hui, prendra la dénomination de Boubanda Batama, en hommage à toutes les victimes civiles et militaires et du terrorisme de la colonisation à nos jours. À la place AES et la date d'anniversaire de la disparition du président camarade Thomas Sankara. Formidable. Voilà pour ce point. Je voudrais saluer ici les autorités nigériennes pour ce travail de restauration de la mémoire, de revivification et de réveil spirituel de la nation africaine. Ce n'est qu'en honorant nos héros, nos héroïnes, ce n'est qu'en honorant les grandes âmes qui ont servi l'Afrique que nous reconnecterons les générations actuelles et futures à la grandeur, à l'excellence, à la compétence, à l'exigence et à la rigueur de transmettre une Afrique meilleure que celle que nous avons reçue de nos parents. Je salue le pouvoir du CNSP au Niger Thomas Sankara pour cette vision. Et c'est cette vision qui anime d'ailleurs l'ensemble des 3 étoiles polaires de la République africaine. Alors, veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.